Rendez-vous mercredi 3 avril à 21 h, je recevrai en live le libre penseur Salim Laibi. La liberté d'expression est morte en France. Toutes les paroles ne se valent pas. Nous évoquerons ensemble la liberté d'expression, la liberté d'informer et la censure dont il a fait l'objet. Le gouvernement est complice de cette censure, il faut contrer cette propagande. Nous vivons l'irruption dans le champ médiatique des fausses nouvelles, les fake news. Je veux dire, il faut les infester avec des fake news. On l'a déjà fait, hein. À bon entendeur. Alors n'hésitez pas à partager le live. On va bientôt recevoir Salim Laibi pour parler liberté d'expression, censure. N'hésitez pas à partager le live. Ça devrait durer une bonne heure. Tout le monde est là, super, j'ai eu peur. Je me suis dit, merde, ça y est, ils sont sur nous. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, je disais donc, la liberté d'expression et d'information prend un sacré coup dans la gueule en ce moment. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée par le Sénat, on verra ce que ça donne par la suite. Mais apparemment, tout le monde est d'accord hein, quand on voit le scrutin. Toi, tu es une figure des personnes qui ont été attaquées, censurées, mises sous pression pour avoir exprimé ton opinion, ce que tu pensais sur de nombreux sujets. Parfois peut-être brutalement, mais presque jamais en insultant ou en discriminant une communauté ou une catégorie de la population. En tout cas, tu as passé ton temps à dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Et on te l'a fait payer. Oui. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, moi, je voulais te poser une question. À quel moment ta liberté à toi d'expression, Salim, a été menacée pour la première fois? Et comment ça s'est passé? Bah pour la première fois, c'était le procès de Pierre Bélanger de Skyrock, le patron de Skyrock qui s'était empêtré dans une histoire glauquissime où il couchait avec deux sœurs. Il avait une secte satanique dirigée par l'ex-voyant de Skyrock Claude Desplaces. Et il y a un article de Fabrice Tassel de Libération qui avait repris, il avait assisté au procès pour corruption de mineurs. Pierre Bélanger a été condamné par la justice pour corruption de mineurs. Et Fabrice Tassel, le journaliste de Libé, avait écrit un papier là-dessus. J'ai lu ce papier et je me suis dit, ah ben voilà pourquoi Skyrock fait la promotion de cette musique de dégénérés, de promotion de la pornographie, de l'alcool, de la drogue, de la voilà, des flingues, etc., de la violence, du rap poubelle en fait. Voilà, le pire du rap quoi. Et ben parce que les dirigeants sont des gros dégénérés. Donc il m'a fait censurer à l'époque, c'était 2013, c'était le 9 mai 2013 si ma mémoire est bonne, tout mon compte Dailymotion. À l'époque, Dailymotion était un gros concurrent de YouTube. YouTube, c'était vraiment le début. Et j'avais 350 vidéos, des millions de vues. Et ben, ils m'ont supprimé mon compte direct. J'ai gagné mon procès contre lui. Parce que, bon, pour un vice de procédure, pas pour prescription, mais néanmoins, ce que j'ai dit est réel, hein, c'était juste un jugement qu'il a été condamné pour corruption de mineurs puisqu'il couchait avec une femme et sa sœur aussi qui était mineure. Et je rappelle aussi qu'il faisait ramasser à cette fille du sang de cochon de toutes les boucheries du coin de la rue Quincampoix à Paris pour faire des bains rituels sataniques. Donc voilà ce que les gens ne savent pas sur ces élites dégénérées. Et il faut le dire, quoi. Il faut le dire. Donc à l'époque, il a utilisé des outils qui existaient déjà, un réseau qui existait déjà pour supprimer ton contenu sur un réseau social. Est-ce que tu as été indemnisé? Parce que 350 vidéos, un compte, une communauté, des milliers d'adhérents que tu perds pendant plusieurs mois, pendant peut-être même plusieurs années, ça s'indemnise, ça? Pas du tout. Ils auraient pu supprimer que la vidéo incriminée. C'était faisable. Il y avait quoi de compliqué à faire? Non, ils ont supprimé tous les comptes, toutes les vidéos, tout le compte, supprimé définitivement à ce jour.
alors qu'il y avait des vidéos qui avaient fait, c'était mes premières vidéos, qui avaient fait des millions de vues. Donc c'est ça, si c'est pas de la censure, qu'est-ce que c'est? Alors moi, je veux bien comme on lève une vidéo parce qu'il y a une plainte au pénal, en correctionnel, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a pas de souci. Après, on verra parce qu'il y a pas, il faut pas tout le temps pleurnicher à la censure. Peut-être que j'ai fait une bêtise, pourquoi pas? Mais là, c'est même pas le cas. Je ne fais que reprendre les propos d'un journaliste. Et deuxièmement, pourquoi il censure tout le compte? Donc, c'est de la pure censure. Ouais. En fait, la différence avec aujourd'hui, alors aujourd'hui, si tu veux, les techniques sont les mêmes, mais aujourd'hui, tu as la possibilité de récupérer ton compte avec tout ce qu'il y avait dessus. Magali Berda, par exemple, elle a fait éteindre le compte de Booba sur X, sur Twitter, pendant plusieurs mois. Il a réussi à faire rouvrir, donc il lui a fait un procès, il a réussi à faire rouvrir son compte, il a récupéré tout son contenu, et en plus de ça, Magali Berda a dû lui payer des indemnités. Mais bon, on joue pas dans la même cour que Booba, avec nos petits moyens. Exactement, c'est un millionnaire en euros, il peut se prendre des très bons avocats. D'ailleurs, je salue son travail extraordinaire et courageux de dénonciation des influx voleurs voilà, c'est franchement c'est très bien. Il leur a mis un coup de pied dans la fourmilière. Il se gavait en arnaquant les gens avec des produits dégueulasses achetés 2 euros qu'il revendait à 120 euros avec 75% de remise. Enfin, c'est du jamais vu avec les formations CPA bidule. Enfin, bon, bref. Donc, mais ouais, le souci, c'est que moi, je me suis retrouvé en une dizaine d'années avec peut-être une quarantaine de procédures judiciaires. Facilement, hein. Même Mais alors, plus. donc, justement, tu me donnes la suite, là. C'est-à-dire que tu fais une super transition. Sans rentrer dans le détail, après tu rentres dans le détail si tu veux, quels sont les sujets qui t'ont coûté le plus cher, justement? Ah, à ce jour, le sujet qui m'a coûté le plus cher, c'est l'Algérie. C'est un homme politique algérien qui a réussi à me faire condamner pour diffamation avec une sévérité historique dans l'histoire de la diffamation en France, puisque j'ai été condamné à 46 000 euros au total d'amende, ce qui est extraordinairement lourd pour ce que c'est. Je vous donne un exemple. Hein. Ça, c'est pour une vingtaine de propos diffamatoires. Alors que là, Éric Zemmour vient d'être condamné une énième fois pour propos racistes, appel à la haine, etc. Il est à 7 000 à 8 000 euros. Ouais, c'est pas les mêmes peines. Donc, du coup, tu dis qu'il y a une forme d'acharnement particulier sur toi, tu Bah penses. Est-ce que tu penses qu'on tape plus fort sur les petits que sur les grands? bah ça c'est clair, c'est une évidence. Alors la technique, c'est de faire peur. La technique, clairement, c'est de faire peur. Donc il y a plein de gens dès qu'ils se prennent une plainte, ils arrêtent, ils disparaissent du net, etc. Bon, moi ça marche pas trop avec moi parce que c'est pas possible. La situation elle est tellement grave. Après je me suis organisé, j'ai organisé ma défense avec une association. Voilà, je suis pas seul et je profite à chaque fois de ces procédures judiciaires pour écrire des livres, pour faire des articles, faire des vidéos, expliquer le système judiciaire. Enfin, c'est toujours positif en fait. Là, je suis en train de faire un recours à la CEDH, donc je suis content. Je sais faire maintenant un recours à la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Donc déjà pour moi, c'est bien, c'est du savoir. Je pourrais expliquer ça, les failles de ce recours, les points forts, les points faibles. Donc c'est toujours bon à apprendre, mais c'est compliqué. Après, j'ai eu quand même des procédures judiciaires, une procédure qui a été réalisée par Pierre Berger, et ça c'est peut-être ouais c'est le pape du lobby LGBT français et c'est un homme politique très très puissant et qui avait pour avocat Emmanuel Pierrat, qui est quand même l'avocat de Gabriel Matzneff, de l'évêque le pédocriminel, enfin c'est du très 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 lourd. J'ai eu des procès, des plaintes. Alors excuse-moi. Ouais, j'ai eu des plaintes
une manipulation très grossière de la mairie de Marseille, notamment, voilà, le CRIF marseillais, plusieurs plaintes, hein, plusieurs. En fait, il y a tellement de plaintes qu'il y en a que je me remémore à l'instant là. Bon, celles-là, je les ai toutes gagnées, j'ai eu des plaintes, oui, pour affichage sauvage à Toulouse, un truc abracadabrantesque, comme si moi j'allais aller à Toulouse, qui suis marseillais, pour faire de l'affichage. Alors qu'on m'invite à faire une conférence, j'arrive le jour même à 1 heure avant la conf et je reprends mon train le soir. Donc voilà, j'ai eu quand même beaucoup de plaintes pour essayer de terroriser, de faire peur et de faire abandonner la lutte, tout simplement. Quand tu te mouilles comme ça, quand tu décides de mouiller le maillot, de prendre des risques, et que forcément, tu sais que on va te le faire payer financièrement, matériellement, financièrement, quelles sont les précautions à prendre avant de se mouiller? Pour ne pas que notre compte en banque, notre patrimoine en prenne un coup. Bah, il faut être costaud déjà. Il faut être costaud. Il faut avoir des revenus. Il faut pas être au RSA. Ou sinon, on peut être au RSA et se déclarer insolvable et ça peut très bien marcher. Mais bon, les avocats, si on les paye pas correctement, ils font pas leur job. Hein. C'est pas avec 300 balles qu'un avocat va prendre un dossier et l'assumer. C'est pas possible. C'est minimum 5 000 euros, hein. Minimum. Plus les actes d'huissier, etc. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté une association, la DSL, l'association de défense du site Le Libre Penseur, qui permet aux gens de faire des dons, ce qui me permet de payer mes avocats, mes constats d'huissier, les déplacements. Un constat d'huissier aujourd'hui en France, c'est au minimum 400 à 500 euros. Un constat d'huissier sur Internet, hein. Ouais. Sur Internet, c'est un truc de fou. Il constate 3 pages, ça fait 500 balles, c'est ridicule. Alors, Dieu merci, j'ai trouvé quelqu'un, un huissier sur Toulouse, je crois, qui fait ça pour 3 fois moins cher, quelqu'un de vraiment honnête. Donc j'ai réussi à faire baisser la facture de ce niveau-là, parce que un procès, si on veut le gagner, il faut des constats d'huissier. Hein. On peut pas venir comme ça avec sa petite tête, avec son sourire et dire oui j'ai raison, regardez, je suis honnête. Ça marche pas comme ça. Il faut des documents, il faut des constats d'huissier, des PV d'huissier. On appelle aujourd'hui des commissaires de justice, je crois, on dit plus huissier, mais bon, ça change tout le temps. On dit plus TGI, tribunal de grande instance, on dit tribunal judiciaire. Enfin, ils adorent changer ces trucs comme pour nous faire croire qu'il y a une amélioration, il y a un progrès. En fait, c'est toujours le même chaos, la même lenteur procédurale. C'est une catastrophe. Et en dehors des plaintes devant la justice, est-ce que tu as subi des pressions sous d'autres formes? Oui, j'ai subi. Moi, j'ai eu des propos clairs de menaces. Oui, de vraies menaces. Des menaces de services de renseignement. J'ai eu des menaces. Non, j'ai eu des vraies menaces. J'ai eu les coups de fil anonymes, des menaces de mort, de gens de l'ex secte, enfin pas l'ex secte, elle existe toujours, même si elle est affaiblie, mais la secte soralienne. Ce qui m'a démontré d'ailleurs, je comprenais pas ce qui se passait, mais c'est là où j'ai compris que c'était une secte. C'est quand on connaît quelqu'un depuis 3-4 ans et qui se met à parler comme un voyou et à me menacer. Après, encore une fois, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Franchement, ils sont vraiment tombés sur la mauvaise personne. On ne fera pas reculer par un coup de fil anonyme ou une menace. On va venir, on va te faire ceci, on va te faire cela. Moi, je leur dis, venez. Je suis pas sûr que vous repartiez vivant. Il y a des chances qu'il se passe des trucs mauvais pour vous aussi. Peut-être que je vais y rester moi aussi. C'est pas grave. Une chose est certaine, c'est que vous ne me faites pas peur. C'est aussi simple que ça. Donc oui, j'ai reçu plein du harcèlement sur Internet, d'une page Facebook ordurière. Oui. Mais physiquement, est-ce que des gens sont venus en contact avec toi? Pas verbalement, mais par téléphone. Mais pas physiquement, je fais 1m83, 120 kilos. Physiquement,
Ouais. Voilà, physiquement, quelle que soit la personne, même si elle est costaud, je vais lui arracher un œil, c'est sûr. Et ils le savent. Ça, donc c'est quand même risqué. Ou sinon, il faut taper par derrière en traître. Mais physiquement, j'ai cet avantage physique où je suis quand même assez massif. Dieu merci. Mais c'est des gens, c'est des lâches. Hein, on est entouré de lâches. On est entouré de pleutres. Voilà, c'est pareil que j'ai eu des soucis avec des personnalités sur Internet. Quand on arrive au tribunal, il n'y a plus personne. Ça s'excuse, ah, j'ai pas fait exprès, etc. Donc ça n'assume jamais, voilà, jamais ce qui se passe. Et ça, c'est En matière de harcèlement et de menaces, j'imagine que tu as déjà porté plainte, poursuivi des gens. Est-ce que tu as gagné certains de tes procès? jamais de la vie. Jamais de la vie parce que pour que ça soit pris en considération aujourd'hui si on dépose plainte, genre un courrier au procureur ou on va au commissariat, à moins d'être que ça soit un crime ou un viol, et encore, hein, il y a des femmes pour viol, elles vont au commissariat, le mec il lui dit ouais c'est bon, vous l'avez quand même provoqué un peu. Donc c'est impossible, il faut porter plainte en constitution partie civile. Et ça, il faut prendre un avocat qui rédige une plainte, il faut déposer une consignation qui peut aller entre 500 et 4000, 5000 euros la consignation, selon le bon vouloir du juge. C'est-à-dire, il faut le payer, il faut que l'argent soit bloqué au tribunal. Donc, l'avocat, il faut le payer, et à partir de là, la plainte, elle est acceptée et comment dire, elle est réelle et elle est instruite. Voilà. Et ça, ben, c'est pas possible. Je vais pas déposer plainte tous les jours, ça n'a aucun sens. D'accord. À ton avis, plus généralement, donc là, on va, bon, c'est un rapport avec toi, mais c'est un rapport avec la société actuelle. À quel moment, à quelle période la censure, donc toi tu l'as subi il y a déjà une dizaine d'années, à quel moment la censure, elle a pris une réelle ampleur? La censure a toujours existé, mais là depuis un certain temps, on sent que l'étau se resserre, très clairement, via des réglementations, des lois, des réformes, etc., sur des réseaux sociaux, dans la vie publique, dans le cadre privé, dans les discussions WhatsApp qui sont privées, etc. À quel moment, toi, tu as senti qu'il y avait une accélération de la censure? Ah ben, c'est le coco, hein. Le Cocoricoco 19. D'accord. Toi, tu Ah penses là, que pour c'est toi, c'est parti en 2020? librine totale. Là, ils sont partis en roue libre, mais c'est des malades, c'est des fous. On a vu Facebook ce qu'ils ont fait, on a vu partout. YouTube, c'était de la folie. Google, TikTok, tout ce que Twitter, X avant la reprise par Elon Musk, ils faisaient des réunions avec le gouvernement pour censurer toute parole discordante. C'est ce qui est totalement illégal. Aux États-Unis, ça piétine le premier amendement. En France, tout ça est illégal. Mais ils l'ont fait quand même. Mais bon, on va pas se mentir, la censure existe depuis toujours. Mais elle était subtile et il y avait des petits espaces de respiration. Voilà. Là, maintenant, avec la loi qui vient de passer au Sénat, avec 300 votes pour et 2 contre, c'est gravissime. Il y a différents types de censure, il faudrait revenir là-dessus. Il y a plein de types de censure. Il y a la censure frontale, la personne, on lui coupe le micro, on l'empêche, voilà, dès qu'il fait quelque chose, il passe plus à la télé, il y a plus aucune maison d'édition qui le publie, etc. Bon, on connaît plein d'exemples. Mais il y a d'autres types de censure, comme sur les réseaux sociaux par exemple. Il y a la censure, le shadow banning. C'est des censures subtiles, camouflées, qu'on ne voit pas. Et ça, par contre, c'est ultra vicieux. Il y a la censure par omission. Hein, on parle pas de soi. On parle pas, voilà, il y a une actu, on parle pas de soi. Il y a la censure par filtration et choix. Par exemple, dans n'importe quel sujet, hein, historique, anthropologique, médical, politique, économique, c'est toujours les mêmes qui passent à la télé. C'est rigolo quand même, c'est hallucinant. Alors, c'est toujours les mêmes qui passent pas. mais il y en a des milliers qui passent pas, qui sont 1000 fois plus compétents.
mais qui ne passent pas. Et pourquoi on prend toujours les mêmes? Toujours Alors les mêmes. justement, c'est la question que j'allais te poser. À ton avis, donc là, on se rend compte que la censure prend forme d'un point de vue légal. Ça y est, avant, c'était plus vicieux que ça, plus vicieux. Aujourd'hui, ça devient légal. On en fait des réglementations et ça va très loin dans la vie privée. Pourquoi les pouvoirs publics resserrent l'étau depuis la période dont tu m'as parlé? Pourquoi ils resserrent l'étau? Ah, mais alors, pourquoi? il faut, avant de répondre, il faut rappeler à nos auditeurs, chers amis, le pouvoir, le gouvernement est en train de censurer vos discussions privées, que ce soit sur des boucles WhatsApp, sur les réseaux sociaux ou à la maison chez vous. Alors que ça, jamais, ça, c'était inconcevable dans ce pays, c'était inconcevable de oser le penser. Ok, en France, c'est quand même vraiment un pays de liberté d'expression. Preuve en est, c'est que c'est la loi de 1880, je sais plus combien, la 6 là, la loi sur la presse. La prescription, c'est 3 mois. Pourquoi? Pour laisser la liberté d'expression, justement. Et jamais personne ne va en prison pour une diffamation ou une injure publique. Faut pas déconner. On n'envoie pas quelqu'un. Il y a des pays où c'est le cas. Hein. Il y a des pays où on peut jeter en prison quelqu'un pour de la diffamation, de l'injure publique. En France, non. On laisse cette liberté d'expression. Bon, bref. Et là, c'est parti en vrille totale puisqu'il s'immisce dans votre intimité, à la maison ou dans une boucle WhatsApp avec 5 potes ou 5 collègues de boulot. Donc, si vous dites un truc bizarre, il y a quelqu'un qui peut déposer plainte contre vous. Et ça, c'est du jamais vu. Pourquoi ça arrive? Ben, c'est très simple. On le sait. Parce qu'ils sont en train de perdre la main. C'est Cicéron, d'abord, qui disait que à la fin d'un empire, à la fin d'un cycle, les lois deviennent du grand n'importe quoi. Et là, par exemple, cette loi qui vient de voter au Sénat, elle est en contradiction totale avec la loi sur la presse, et surtout, elle est floue, elle est mal rédigée, et il y a 2 lois pour le même délit. Et ça, à mon avis, ça passera pas le Conseil constitutionnel. À mon avis, hein, ça passera pas le Conseil constitutionnel. C'est surtout que c'est très difficile à mettre en place parce que il va falloir donner beaucoup de précision. À quel moment on insulte quelqu'un? Qu'est-ce qui est considéré comme une insulte? Déjà, si je traite quelqu'un de cochon, est-ce que c'est une insulte? Si je traite quelqu'un de connard, est-ce que c'est une insulte? Oui. Je traite quelqu'un d'ordure. Pierre Nicolas, j'ai une expérience certaine. Je peux même être assez arrogant. J'ai une compétence d'avocat dans le délit de presse. je rigole pas. Je connais très bien. Tu traites quelqu'un de cochon, c'est une insulte. Si c'est un musulman, c'est même pire. Ou si c'est un juif, ça peut être considéré comme à caractère racial. Si tu traites quelqu'un de connard, c'est une injure publique. Tu es condamné, c'est sûr et certain. Sauf s'il y a une excuse de provocation, etc. Donc ça, c'est la loi qui gère tout ça. Mais l'injure publique, elle est très facilement identifiable dans le système juridique français. Hein, c'est même clown, espèce de clown, c'est une injure. Alors tu sais que là, dans ce qu'ils ont prévu aujourd'hui au Sénat, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de jugement. C'est une amende automatique. Voilà, oui. Une amende, c'est-à-dire comme quand tu gares mal ta moto sur le trottoir, tu te prends une amende. Tu peux pas contester, tu n'es pas là pour dire non, excusez-moi, je l'enlève tout de suite. C'est pas possible. Donc à mon avis, ça va être très compliqué de mettre ça en place. D'ailleurs, pour toi, est-ce qu'on doit fixer des limites pour toi? J'ai pas fini, Nicolas. Pourquoi cette dérive autoritaire, dictatoriale? Parce que en fait, ils sont en train de s'effondrer. Hein, ils sont en train de s'effondrer. Je viens de lire, il y a dans le torchon du Point un article de David Jaïz, sur David Jaïz, qui était un conseiller de Macron à l'Élysée, qui devait s'occuper du fameux CRE, là, Conseil national, CNR, Conseil national de refondation.
Et en fait, il a très vite quitté son truc. Il a vu que ça servait à rien, que c'était du n'importe quoi, que c'était du bullshit à la Macron. Et c'est un haut fonctionnaire ultra diplômé, école normale, ENA, major de promo, enfin un inspecteur des finances, enseignant à Sciences Po. Bon, le type, il a écrit un livre qui s'appelle La Révolution obligée. Bon, c'est un climatiste, le pauvre, il fait de la peine, mais où il dit ça va très mal se finir. Il dit clairement que ce qui s'est passé avec les gilets jaunes et les agriculteurs, ça va être ce qui va arriver dans le futur. Quand vous parlerez des gilets jaunes, c'était un petit amuse-gueule. Un petit amuse-gueule. Et tout le monde dit ça, hein. Tout le monde. Il y a énormément de gens qui disent que ça va péter. Mais c'est pas très grave. On fera à la russe, on fera des samizdat, on écrira des livres à compte d'auteur qu'on distribuera sous le manteau, en cachette. C'est pas important. Ils ne gagneront jamais, en fait. Ils ne gagneront jamais. Ils peuvent pas gagner. C'est ridicule. C'est juste qu'ils essayent ils font, je sais pas comment ça peut fonctionner dans leur tête. Ils croient qu'ils ralentissent le processus. Non, ils finiront très mal. C'est une certitude. Mais c'est cette panique-là qui leur fait signer, faire voter ce genre de loi inique, absurde, stupide. Et d'ailleurs, je rappelle quand même, j'ai retrouvé un tweet qui tourne bien actuellement de Macron du 27 novembre 2020, il y a 3 ans et demi, qui disait « Liberté d'expression et liberté de la presse. Je n'ai jamais cessé de défendre ces principes et tous ceux qui l'incarnent, y compris face à ceux qui, depuis l'étranger, ont pour projet de les faire reculer. Je n'accepterai jamais que ces libertés puissent être reniées. » Donc, c'est même plus de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Là, ils s'attaquent à notre vie privée, comme ils ont fait avec le Larry-Coco virus 19, quand ils ont demandé une seule autorisation de parents, en brisant le couple. C'est du typique Macron, c'est diviser la société, s'ingérer dans la famille, créer des dissensions, des guéguerres internes. C'est démoniaque, ce type est démoniaque. C'est la bête, il l'a dit lui-même, hein, c'est la bête. C'est hallucinant. Ouais, c'est clair. Et alors, d'après toi, est-ce qu'on doit fixer des limites? D'après toi, vraiment d'après Salim, est-ce qu'on doit fixer des limites à la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire? Ben oui, l'injure publique, c'est tout, l'injure publique, c'est tout, la politesse. C'est même pas une limite, c'est une question de politesse. Voilà, quel est l'intérêt d'insulter les gens? Bon, voilà, c'est même pas de la liberté d'expression. Pour moi, l'injure publique, c'est pas de l'expression, c'est juste de la vulgarité, c'est tout. Après la diffamation, si c'est faux, bon, écoutez, on attaque en justice pour démontrer que c'est faux, et puis c'est tout. Après, la liberté, il faut qu'elle soit totale, il faut qu'elle soit maximale. Notamment, par exemple, une amende, elle doit être limitée. Voilà. Quand on met pas quelqu'un 30 000 € pour de la diffamation, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est comme ça aussi qu'on peut protéger la liberté d'expression. C'est-à-dire, ok, c'est de la diffamation pour X raisons. En plus, c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué parce que on peut perdre en diffamation, on peut perdre un procès pour de mauvaises raisons. Comme on peut le gagner pour de mauvaises raisons. C'est très fin comme c'est pas quand vous dites par exemple j'ai gagné tel procès, ça veut pas dire que vous aviez raison. Vous l'avez gagné par prescription, c'est tout. Mais sur le fond, ça n'a même pas été jugé. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit dans ce genre de procédure. C'est très fin. Il y a très peu d'avocats qui connaissent le droit de la presse et qui sont pas capables de faire une grosse boulette, ne serait-ce que dans la rédaction de la plainte. Par exemple, on peut pas pour la même phrase, elle peut pas être considérée comme de la diffamation et injure publique. Il faut choisir. Voilà. Et la diffamation absorbe l'injure en plus. Donc c'est très technique. C'est vraiment il faut s'y connaître. Mais non, oui, voilà. Si on met des petites amendes, ça protège. Mais à un moment donné, quand quelqu'un va vous diffamer pour vous discréditer, pour vous faire du mal, pour vous disqualifier, pour vous excommunier,
on peut pas le laisser faire. Il faut qu'il y ait une capacité de se défendre, de faire justice. Voilà. Mais sinon, pour le reste, par exemple, tout ce qui est historique, économique, sanitaire, là, non, 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 liberté totale. Mais Liberté totale. qu'est-ce que tu penses, c'est marrant parce qu'au moment où j'y pensais, il y a quelqu'un qui l'a mis dans les commentaires, des caricatures et surtout du blasphème. Qu'est-ce que tu penses du blasphème? Euh, c'est pareil. Pour moi, moi, ils me font rire. C'est toujours pareil. Les mecs qui mettent des têtes de cochon devant les mosquées, franchement, ils me font rire. Et je l'ai toujours dit, ils nous prennent pour des vampires, genre ils nous mettent une gousse d'ail pour nous affaiblir. C'est ridicule. Mais bon, c'est mal poli, c'est pas joli. Concernant les caricatures de Charlie Hebdo, il faut les voir. Moi, je les montrerai même pas. Moi, je l'ai censuré pour pornographie. Ça n'a rien à voir avec le blasphème. Pour pornographie, on montre pas ça à des enfants. Il faut être détraqué du ciboulot pour montrer quelqu'un à quatre pattes, les coucougnettes à l'air, poilu, à des enfants, en leur expliquant que c'est la liberté d'expression. Enfin, c'est sérieux? Ah bon? Tu On penses peut pas faire ça. que, tu penses pas que certaines personnes se cachent derrière l'art, les œuvres d'art, l'interprétation pour faire passer les trucs les plus dégueulasses? Mais complètement, mais on le voit, ils critiquent jamais certaines religions, ils critiquent, ils sont, enfin, Charlie Hebdo, c'est quoi Charlie Hebdo? C'est l'islam et le catholicisme. À fond la caisse. À fond la caisse. Les dessins, c'est des crobards dégueulasses. Il y a pas de, vraiment, il y a pas de, c'est pas joli, j'aime pas du tout. C'est débile. Ils ont fait des unes scandaleuses pour vendre. On a vu dès l'attentat de Charlie Hebdo, on a vu comment ils se tiraient dans les pattes pour récupérer les sous, etc. Bon, moi ces gens, moi ils me font plus de la peine qu'autre chose. Concernant le délit de blasphème, un type qui ne croit pas, un type qui n'est pas musulman, il peut pas blasphémer. Hein. C'est pas possible puisqu'il n'est pas musulman. Il Ouais, peut mais juste manquer de respect. voilà, il peut blesser, il peut manquer de respect à des millions de personnes. Exactement. Et ben là, Ça a un qu'est-ce que impact. les gars, faut être sérieux une seconde. Si le type c'est un gros porc de mal élevé, si sa mère elle l'a pas éduqué, si son père l'a pas éduqué, c'est pas moi qui vais faire son éducation à 40 ans. J'ai pas que ça à faire. Qui fait ce qu'il veut. Ben, moi, le type là en Norvège, en Scandinavie, régulièrement là, il brûle des Corans. Ok, bon, est-ce que tu crois vraiment que tu vas atteindre la parole divine en brûlant un Coran? Déjà, c'est un auto-da-fé. C'est ce qu'il y a la symbolique du fascisme. C'est le symbole de la dictature, brûler des livres, etc. C'est vraiment, c'est une symbolique catastrophique. Mais moi, jamais il m'atteindra. Il n'atteindra pas ma foi, rien. Maintenant, si je dois juger cet acte, ça me fait de la peine pour lui. Vraiment, ça me fait de la peine pour lui. Moi, je me lève pas le matin en me disant tiens, je vais aller brûler le Bhagavad Gita, le piétiner et blesser 1,8 milliard d'Indiens. J'ai pas que ça à faire. Je suis pas là pour faire blesser les gens dans leur intimité, dans leur et pourtant les Indiens, il y a beaucoup d'islamophobes. Hein. Il y a des ratonnades en Inde, c'est terrible. Et il y a plein d'Indiens qui sont exceptionnels. Dans tous les cas, moi je vais pas, moi ça je fais pas. Je prendrai jamais le Talmud ou la Bible ou les Évangiles ou jamais. Ça viendrait même pas à l'esprit de faire ça. Même pas, ça me viendrait à l'esprit de faire ça. Donc voilà, si les gens ne sont pas éduqués, ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est en 2024. Il y a de nombreuses civilisations qui ont fait de belles choses sur Terre. Il y a des codes de politesse extrêmement sophistiqués qui ont été créés. Notamment un des plus sophistiqués, c'est au Japon. Les musulmans aussi, ils ont des codes de politesse d'une très très grande complexité et raffinement. Si en 2024 les gens sont pas capables de comprendre ça, ben qui patauchent dans leurs excréments. C'est moi, ça me concerne pas. D'accord. Bon, là, moi, si tu veux, je défends la liberté d'expression à fond, comme toi. Plus précisément, la liberté d'information. La liberté d'informer, parce que toucher à la liberté d'informer, c'est toucher à la liberté de savoir. À partir du moment où tu empêches les gens d'informer les autres, ben, tu empêches les autres de savoir finalement.
Moi, je pense que la liberté d'informer, la liberté d'information doit être défendue tant qu'elle est sourcée et tant qu'elle dit la vérité. Maintenant, on a tous nos limites, c'est comme pour le bien et le mal. On a tous nos limites de ce qui est acceptable, pas acceptable, et on a tous nos limites dans ce qu'on peut accepter de la vérité. C'est-à-dire que moi, je vais croire, et je vais pas seulement croire. C'est-à-dire que je vais savoir. Moi, je suis quelqu'un, je ne crois pas, je sais. D'accord? Je suis pas quelqu'un qui croit les gens, j'ai pas de conviction. J'aime savoir. Et pour ça, il me faut des références, des sources, des études, des témoignages de gens qu'on ne peut pas contredire. On a tous nos références. Il y a tous des choses auxquelles on croit pas, qu'on sait plus ou moins. D'après toi, encore une fois, pour toi personnellement, Salim, à quel moment on passe la limite de la vérité? À quel moment on entre, et par quel sujet, dans le complotisme ou la dérive? Parce que c'est un mot à la mode en ce moment. Quels sont les sujets, quelles sont les thématiques qui, pour toi, sont de la science-fiction? Il faut arrêter les conneries. Le complotisme, pour moi, c'est l'absence, c'est la paranoïa et l'absence de source, en fait. Voilà. C'est de l'incompétence, tout simplement. Pour moi, c'est ça le complotisme qui discrédite d'ailleurs tout le monde. Après, on cherche la vérité, mais on peut ne pas la trouver, on peut même se tromper, hein. Même en montrant des documents, hein, on fait une analyse et il s'avère que bon, elle était pas juste, mais ça fait pas de vous un diffuseur de fake news ou un menteur ou un manipulateur. Non, c'est du travail. C'est du travail. Je travaille, j'analyse, je pense que. Par contre, ça n'empêche pas le camp d'en face, n'importe qui d'ailleurs. N'importe qui, pas d'en face, d'à côté. Un ami quand on discute entre nous, dit non, je suis pas d'accord. L'autre, tu as oublié que l'autre, il a fait ceci, il a fait cela. Après, toi, tu commences à dire, ah oui, c'est vrai, ça, je l'avais zappé, et on avance comme ça. Mais c'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme soi, comme nous, que c'est un ennemi, etc. Donc ça aussi, faut se calmer. Maintenant, il y a une différence entre le gouvernement et la doxa qui essaie de casser le pays, de détruire, de nous voler, de nous piller, etc. Et le reste, c'est-à-dire notre entourage, le boulot, la famille, les amis. Donc je différencie quand même entre les deux. Donc Macron, quand il parle, c'est que du bullshit. Macron, quand il parle, c'est même s'il me donne la météo, s'il lit la météo du jour, je le crois pas, parce que Véran-Templan, c'est pareil, etc. Donc c'est autre chose. Voilà, donc les complotistes, moi j'en connais plein. Par exemple ceux qui sont je me rappellerai toujours cet exemple. Il y en a quelques-uns, ils ont posé à Philippe Pasco la question sur les réseaux pédocriminels. Et Philippe Pasco, ça se voyait qu'il connaissait pas du tout le sujet. Il a dit il a dit un truc genre j'y crois pas, un truc comme ça. Tout de suite, c'est devenu un pédocriminel. Non mais vous êtes fous, ça va pas. Moi, il y a plein de sujets que franchement, je connais pas du tout. Je suis incapable de me prononcer dessus. Ça fait de moi un complice. Franchement, je vous donne deux exemples. Vraiment, hein, le mouvement QAnon ne m'a jamais intéressé, jamais. J'ai jamais étudié. Quand j'étudie un truc, je l'étudie. Je mets des dizaines d'heures dessus. J'achète des livres. Je l'étudie bien. Et là, non, parce que j'ai vu que c'était une mascarade. J'ai vu, voilà, ils se sont tous plantés, ils donnaient des dates magiques, c'est jamais arrivé, c'est du pipeau, c'est toujours les mêmes histoires de sectes messianistes, là. On donne une date, oui, le Mashiach il va arriver, il est pas arrivé, et on dit oui, mais il est venu, mais il est invisible. Il y a toujours des escroqueries bidons comme ça. Bon, et le deuxième truc, c'est Brigitte Macron. Moi, je vais pas vous mentir, ça m'a jamais intéressé. Par contre, ça me fait rire. Là, pour le coup, ça me tue de rire, surtout les blagues que font les gens sur Internet. Et pour moi, symboliquement, c'est très important parce que ça discrédite la tête du pouvoir, ce qui veut dire que le pouvoir va bientôt tomber. C'est ça que ça veut dire. Et c'est beaucoup plus important que le reste. Mais ça, j'ai jamais étudié. Pourquoi?
parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est pas très utile. Moi, je trouve que la pédocriminalité initiale, quand il avait 14 ans et que c'était sa prof, etc., c'est beaucoup plus grave que le transsexualisme de Brigitte. Donc voilà, et ça m'intéresse pas. Voilà, franchement, ça m'intéresse pas. Là, je m'y intéresse un peu plus parce que c'est en train de prendre une ampleur internationale avec tout ce qui s'est passé dernièrement, mais je me suis jamais intéressé de près. Voilà. Du coup, je peux pas être utile. On peut pas me poser une question là-dessus. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça fait de moi un ennemi? Alors, par exemple, il y en a plein. Ils ont l'accusation facile comment ils appellent ça? Opposition contrôlée. Merci. Opposition contrôlée. Oh là là, c'est fatigant, ça. Ça, c'est fatigant. Hein. Opposition contrôlée. Dès que t'es contre eux, mais c'est des dictateurs, en fait. Dès que t'es même pas contre eux, tu dis, ah, j'ai pas d'avis. Opposition contrôlée. Alors que toi, tu t'es saigné ils t'ont fait des saignées aux poignets et aux jambes, ils t'ont crucifié, tu t'es pris 30-40 procès, des dizaines de milliers d'euros d'amende, eux, ils sont cachés derrière leur pseudo, et ils te traitent d'opposition contrôlée. D'ailleurs, pour moi, cette accusation d'opposition contrôlée, elle a été créée par le système pour diviser l'opposition, pour l'effriter et l'affaiblir. C'est une évidence. Et puis voilà, donc après voilà, on va prendre le sujet de la Terre plate, par exemple. Est-ce que franchement, les amis, vous croyez qu'aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai étudié, hein, qui me semble très intéressant, etc. Mais est-ce que c'est un sujet utile? Est-ce que c'est un sujet utile à mettre sur la table aujourd'hui? En disant, genre, oui, vous allez voir, je vais vous convaincre que la Terre est plate, vous allez tout comprendre du monde, et on va se débarrasser de Macron et du WEF et du... C'est pas sérieux, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les amis. Votre frigo, il est en train de se vider. Les gens meurent dans les couloirs des urgences. La justice est en faillite. L'école est ruinée. La vétusté des écoles est honteuse. Enfin, il y a 1 milliard de choses à faire. On nous fait bouffer. À Carrefour, ils vendent de la viande, des hamburgers. On sait même pas quel type de viande il y a dedans. Les additifs alimentaires cancérigènes, les médicaments, c'est la 3e cause de mortalité dans le monde, c'est les médicaments, Big Pharma, etc. Il y a quand même des choses beaucoup plus importantes. Voilà. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Hein. Vous pouvez lire les livres que vous voulez, etc. Mais ne me faites pas croire que ce sujet, il va être crucial pour sortir de la matrice dans laquelle on est plongé. C'est pas sérieux, ça. Franchement, c'est ridicule. Et là, il faut être catégorique là-dessus. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut. C'est une question de conviction. Je pense que tu sais. Moi, c'est ce que je disais encore tout à l'heure à une collègue. C'est que je suis pas là pour convaincre les gens. Quelqu'un de convaincu, tu n'arriveras pas à lui faire croire le contraire avec les meilleurs arguments du monde. Tu pourras lui montrer les preuves, elle ne voudra pas les voir. Donc quelqu'un qui est convaincu que la Terre est plate, puisque tu as cité cet exemple-là, je ne vais pas essayer de lui prouver le contraire, j'arriverai pas. Donc je laisse tomber, chacun de son côté, chacun son camp. Il est du côté des platistes, je suis du côté des autres. Et de toute façon, on s'entendra pas à ce sujet. Mais Nicolas, moi je me suis toujours dit, je vais te donner un exemple. Je pense qui va parler aux gens. Tu vois le mec là le platiste qui va te dire la Terre plate. Si c'était ton frère, est-ce que tu vas le condamner? Ben non, c'est ton frère. Je m'en fous, c'est sa conviction. Mais il reste ton frère. Et tous les week-ends tu vas le voir et voilà, c'est ton frère. Donc il faut prendre les gens comme ça. Je l'ai toujours dit, quand quelqu'un te fait une queue de poisson, il t'énerve, tu sors du boulot, t'es fatigué, tu veux descendre et te battre parce que t'as failli te faire un accident. Mais si tu le reconnais, tu vois que c'est ton meilleur pote, ben l'énervement s'en va tout de suite. Tu dis comment vas-tu? Et c'est ça en fait. Il faut arrêter de s'énerver pour rien. Les gens ils pensent ce qu'ils veulent. Maintenant, au niveau, ils pensent ce qu'ils veulent, ils lisent ce qu'ils veulent. On peut rien y faire, c'est comme ça. Mais il faut pas s'énerver les excommunier et dire que c'est des, je sais pas moi, des
des moins que rien ou je ne sais quoi, pas du tout. Encore une fois, moi c'est un sujet de lecture que j'ai adoré, hein, Shambhala, etc. La Terre plate, pas la Terre plate, la Terre creuse, etc. La Terre plate aussi. Bref, j'ai adoré ces sujets. On apprend beaucoup de choses parce qu'il y a des arguments pour, des arguments contre. C'est intéressant intellectuellement, mais c'est pas un sujet de société. C'est pas ça qui va nous sortir du chaos dans lequel on est quand même. Ça peut pas être pire, franchement. Ça peut pas être pire. On cotise tous les jours, les services publics s'effondrent. Les gens maintenant, les amis, il faut avoir un cancer ou se faire tirer dessus par une rafale de Kalachnikov pour être en maladie remboursé. Vous vous rendez compte si ça passe à 8 jours le délai de carence? Vous cotisez, vous n'avez pas de retour. Ah ouais, non, mais je pense que les gens, faut qu'ils retournent sur Terre, en fait. Mais j'ai l'impression que les gens se laissent perturber par tous ces sujets. Alors déjà, on est noyé, Exactement. on est noyé sous les scandales, on est noyé sous les sujets, la guerre, le Covid, le machin, le truc. Il y a pas une journée de la semaine sans un scandale. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à l'étranger, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de tout un tas de trucs, il y a toujours un problème. Moi, j'ai l'impression que c'est pour nous faire oublier une chose en particulier. J'ai l'impression que justement, on essaye de nous perturber, de nous divertir pour nous faire oublier un problème, un scandale bien précis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que... Parce que l'actualité n'a jamais été aussi fournie. Je pense qu'on a une dizaine d'années de différence. L'actualité n'a jamais été aussi fournie qu'aujourd'hui. Pourquoi? C'est connu, hein. Ils noient le poisson, c'est simple. Les gens ont une mémoire de 15 jours d'actualité. Ok? 15 jours. Au bout de 15 jours, ils oublient les scandales. Là, rien que là, en 2 jours, il y a 2 scandales monumentaux. C'est Édouard Philippe, une grave histoire là, il y a une enquête sur lui, et la juge impliquée dans le milieu de la mafia corse, qui est une intime, une très proche d'Éric Dupond-Moretti. Donc ça c'est du gros scandale bien dégueulasse. Et là, on va voir, hein, ça va ils vont nous sortir un petit truc pour nous les faire oublier en fait. Il y a Prisca Thévenot qui a fait un mensonge monumental, pathétique sur une menace attentat ce week-end alors que c'était au mois de mars, porte-parole du gouvernement. Ils ont le mensonge. Il y a Darmanin qui a tweeté, qui a plombé l'opération XXL à Strasbourg contre les dealers et la drogue. Il a tweeté, les mecs ils l'ont vu et ils se sont tous cachés. On a affaire à un amateurisme de malade mental. C'est du jamais vu dans l'histoire. Donc c'est sûr que ils veulent cacher tout ça. Bon, il y a une mort du petit Émile qui me fait, j'arrive même pas, sincèrement, vraiment, je vous jure que c'est vrai, j'arrive même pas à voir sa photo. Tellement ça me déchire. J'arrive pas, dès que je vois sa photo sur les réseaux sociaux, je zappe. Je sais qu'il est mort, et je veux plus en entendre parler parce que je peux rien y faire, ça rend malade. Ça rend malade. J'imagine sa souffrance ça me rend malade. Et, sauf que c'est un fait divers. C'est un fait divers. Sauf s'il est impliqué dans un réseau type Nordal-Lelandais, etc., un chasseur qui est fourni des réseaux, ça c'est une autre affaire. Mais pourquoi on en parle matin, midi et soir? Pourquoi l'affaire Dupont de Ligonnès, on en parle matin, midi et soir? C'est des faits divers. Ça doit rester dans la case faits divers. Justement, moi j'ai envie de rebondir là-dessus parce que, tu vois, par exemple, là tu viens d'évoquer dans un live sur un réseau social l'affaire Moretti, Darmanin, Prisca Thévenot, la juge, machin. Ça, c'est des trucs qu'on voit pas. Typiquement, ce sont des trucs dont on n'entend pas parler sur BFM, etc., etc. Donc, les gens qui sont sur le live, et moi le premier, je vais prendre ce que tu as dit là, je vais me renseigner, puis je vais en faire un sujet. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, on a plus d'informations sur les réseaux sociaux qu'à la télé, que sur les chaînes d'information? Comme tu dis, sur les chaînes d'information, on nous parle de faits divers, et sur les réseaux sociaux, les gens prennent l'habitude d'aller chercher
des informations beaucoup plus intéressantes. Ah ben parce que il y a plus d'informations dans ce pays, c'est fini. L'AFP, c'est le seul fournisseur d'infos. Est-ce que vous savez que les journaux, toutes les revues, les magazines hebdomadaires, ils prennent un abonnement à l'AFP et ils copient-collent la dépêche AFP. C'est ce qu'ils font, c'est tout ce qu'ils font. C'est vrai, c'est vrai. C'est rare, on n'a pas. Alors là, si moi je me suis beaucoup intéressé avec le Coco 19 là, à la presse anglo-saxonne, notamment britannique. Mais ça n'a rien à voir avec la presse française. Il n'y a pas de presse en France, sincèrement. Il y en a quelques-uns, attention, il y en a quelques-uns. Il y a, j'en parle, hein, Jean-Baptiste Rivoire, Arrêt sur Image, Mark Endeveld. Il y a de très, très, très grands et bons journalistes, mais ils sont pas sur BFM, ils sont pas sur CNews, ils sont pas sur LCI, certainement pas sur TF1. C'est des organes de désinformation. Le Monde est un organe de désinformation. Donc, d'ailleurs, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, personne ne les achète. C'est des danseuses financées par des milliardaires. Autrement, ils disparaîtraient des kiosques. Grâce aux 2 milliards de subventions publiques annuelles, ils se maintiennent. On a vu les fact-checkers, les blabla de Rudi Reichstadt Conspiracy Watch. Sans les 150 000 € annuels de subventions publiques, ils n'existeraient pas. C'est des parasites de l'argent public. Alors, tu sais par qui il est financé, Conspiracy Watch? Ben, par la DILCRA, par la Fondation pour la Shoah, la mémoire de la Shoah, Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, je reviens à ma première question. On est en droit de se demander, à ce moment-là, où est l'information, où est la désinformation, où est le complotisme? Est-ce que finalement, la désinformation et le complotisme ne sont pas sur les médias mainstream et la réelle information sur les réseaux sociaux? Parce que quand tu vois que le Conspiracy Watch, qui a le monopole de la vérité, est finalement financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et les subventions publiques depuis 2017, depuis qu'Emmanuel Macron est là, que Conspiracy Watch, qui a encore une fois le monopole de la vérité, a profité du fonds Marianne pour ne pas l'utiliser pour lutter contre le salafisme, on se demande si ces gens-là, ce sont pas eux les complotistes et les menteurs finalement. En fait, je serais pas aussi... c'est simpliste en fait ce que tu dis, parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de conneries, il faut pas déconner. Autant sur les médias mainstream, il y a que des conneries quasiment. Hein. Moi, je rappelle quand même, de Conspiracy Watch, ma date de naissance est fausse. Faut le faire quand même. Ma date de naissance, qui est sur Twitter, qui est partout, ma date de naissance est fausse. Mon frère, ils lui ont donné un métier qu'il n'a jamais eu. C'est de la pure fake news. Rudi Reichstadt, c'est un zozo, hein, c'est un guignol, et c'est lui le mythomane, parce qu'il avait écrit sur la page Soutenez-nous pour appeler aux dons qu'il ne touchait aucune subvention d'État. Il l'a répété sur Europe 1 chez l'humoriste, là, je sais plus comment il s'appelle. Il lui a dit non, on n'est pas financé par l'État parce que sinon ça ferait de lui un agent, hein, un fonctionnaire d'État qui soutient la doxa contre toute critique. Du coup, il savait que c'était pas possible, mais il le faisait quand même. Il le faisait avec Valérie Gounet. Ils savent ce qu'ils font. C'est des diffuseurs de fake news, des censeurs. C'est la commande en tour. Ils font des petites fiches qu'ils envoient à la commande en tour pour nous censurer. Après, il y a une autre technique de censure dans ce pays, c'est salir l'auteur. C'est-à-dire dire, par exemple, de moi que je suis un islamiste d'extrême droite, etc. C'est possible, ça ? Comment ? C'est possible d'être islamiste et d'extrême droite, j'arrive pas à piger. Là, moi j'ai fait un écran 404 quand j'ai lu ça. J'ai bugué, il a fallu que je redémarre et même avec ça, je rebug de temps en temps. Donc, mais c'est écrit noir sur blanc. Moi, Salim Laibi, ça c'est Aziz Zemouri, l'escroc du Point. C'est pour ça que je traitais ce journal de torchant. Et c'est Aziz Zemouri qui a été viré du Point après l'affaire Garrido-Corbière, où il a inventé toute une histoire d'esclavagisme bidon qui n'existait pas, qui a été déjà tombé face à la maire de Lille pour une affaire de faux reportages dans les cités avec des kalachnikovs en plastique. C'est un escroc total. Et en fait, il a écrit un deuxième article en expliquant que j'étais recherché par la CIA et le FBI et que j'étais le représentant de QAnon en France.
alors que j'ai passé mon temps à critiquer le mouvement QAnon. C'est du grand n'importe quoi. Mais voilà, ça c'est une censure par discrédit. On va salir la personne pour que personne ne l'écoute. Voilà. Il n'y a qu'une seule censure qui n'est pas appliquée en France, c'est la motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Sinon, toutes les autres censures, elles sont appliquées. D'accord. J'avais une question de Vincent Vidéo qui est sur les commentaires là. Comment les lois et les réformes, comment les lois sont utilisées pour étouffer la dissidence ou les dissidences, d'après toi? Moi, je pense qu'ils pourront pas. Franchement, ils ne pourront pas étouffer la dissidence. Ils pourront pas. Quand il y en a une qui disparaît, il y en a une autre qui apparaît. Ben exactement, mais il y aura d'autres techniques, il y aura d'autres moyens. Même si coupe Internet, il y a moyen de recréer. Ben on fera des pigeons voyageurs, c'est tout. Franchement, je vois pas où il est le problème. Hein. Mais bon, les plus fragiles quitteront le navire et c'est pas grave. Il y a toujours un peu de tout. Il y aura toujours des nouveaux venus qui se réveilleront et qu'on traitait de moutons avant. Hein, on l'a vu avec les victimes des injections, etc. C'était des gens normaux qui croyaient toute la doxa. Et du jour au lendemain, c'est devenu de très grands dissidents, de très grands, mais vraiment des très courageux parce qu'ils l'ont payé de leur chair. Ouais, je pense que les gens évoluent en fait. Et les gens, exactement. Et ça aussi, il faut faire attention, ne pas juger les gens 15 ans après, ça n'a aucun sens, mais aucun sens. Moi, si je me prends moi, il y a 15 ans, j'étais pas le même du tout, mais du tout. J'ai énormément changé, j'ai vieilli, tout simplement. Ouais. T'as remarqué que quand on veut, c'est une mode ça, et ça vient de partout, ça vient de tout le monde. Quand on veut casser la réputation de quelqu'un, on va chercher ses propos dans le passé, et des fois très loin. Donc on va chercher, comme ça par exemple, Salim Laibi, puis on va ressortir une de tes phrases que tu aurais sorties il y a 15 ans, mais complètement décontextualisée, qui n'a plus rien à voir avec la politique de l'époque, avec l'évolution, le changement certainement, dont tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est une nouvelle mode. Le contexte, juste le contexte de la phrase. Exactement, ouais, le contexte de la phrase. Aujourd'hui, on arrive à... C'est pas, comment elle s'appelle, Rima, tu sais, la palestinienne, là. Bon, c'est pas une palestinienne. Hassan. Ouais, Rima Hassan. Elle avait répondu à un questionnaire trop facilement. Oui, non. Et on avait complètement décontextualisé ses réponses, ce qu'il avait ce qu'il avait blacklisté dans une certaine communauté. Bah oui, ça c'est le grand classique, ça. Hein. C'est un grand classique. Ouais. Tu m'entends là? Ouais, il y a une petite coupure, je sais pas pourquoi. Moi ça va, je t'entends bien. Ça c'est un grand classique. C'est ridicule, ça marche pas. Mais les gens ne tombent pas dans le panneau. Hein. Franchement, je pense pas qu'ils tombent dans le panneau. Bien au contraire, il y a des gens maintenant qui se disent quand je vois un article de la presse qui tape sur quelqu'un bras raccourci, c'est qu'il est bon. Est-ce que tu penses que les utilisateurs des réseaux sociaux, les gens qui passent leur temps à swiper sur l'écran, à suivre un algorithme qui leur impose finalement certains contenus parce que c'est des contenus qui les intéressent, mais qui peut aussi les enfoncer dans leur pire côté. Est-ce que tu penses que les utilisateurs des réseaux sociaux ont besoin de lois, d'un cadre juridique pour leur dire ce qu'ils doivent écouter ou pas? Ah ben, bien sûr que non. Les gens sont assez grands, ils sont adultes. Ah, bien sûr que non. J'ai l'impression qu'on a des politiques qui nous prennent pour des enfants pour nous expliquer ça c'est vrai, ça c'est faux, on va vous interdire de voir ça et d'entendre ça, c'est pour votre bien. Bien sûr, même pour les créateurs de contenu, tous, ils veulent dicter, mais là, mais c'est orwellien ce qu'on vit, hein, c'est orwellien. Ils veulent nous dire ce qu'on doit manger, comment on doit parler, la sexualité c'est pareil, ils nous expliquent que voilà, les lobbies LGBT ils nous expliquent ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit non mais c'est ahurissant, c'est en fait franchement, l'atmosphère en France est devenue irrespirable, vraiment.
C'est pour ça que ça va péter, en fait. À un moment donné, ça va leur péter sur le coin de la figure. Là, ils vont se prendre une révolte. Ça va être vraiment très, très laid, hein, mais vraiment très laid. Parce que ça va être la cocotte minute. C'est la cocotte minute. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de cette histoire de Twitter X quand Elon Musk a repris X? Oui. T'as les anciens cadres de Twitter qui ont été interrogés par je sais plus quelle institution américaine. Ouais, le Sénat, Voilà, ils ont avoué qu'ils avaient été infiltrés par le FBI ou la CIA, qu'ils avaient bloqué les comptes de certaines personnes, et notamment pendant la crise sanitaire. En France, on a aussi des personnalités politiques, scientifiques, artistiques, qui sont censurées, blacklistées, jamais invitées sur les médias publics d'ailleurs. Quand je te parle de ça, tu penses à quelle personnalité? Oh, plein. Professeur Perron, Orion Code, Raoult, Toubiana, il y en a plein. Il y en a plein. Ils sont jamais invités. Au contraire, Pourtant c'est des ces gens sont pestiférés. qualifiés, ils disent la vérité. Pourquoi ils sont pas invités? Ah ben parce que c'est le règne du mensonge. Hein. C'est le règne du mensonge. Après bon, pour expliquer le monde tel qu'il est, si on n'a pas de paradigme spirituel, eschatologique, on a du mal. Hein, franchement, faut se le dire aussi. Hein. Mais c'est le règne du mensonge. C'est la fin d'une civilisation. C'est le règne de la tromperie. C'est tout. Hein. Supprimer. Attends. Hop. Ouais, excuse-moi, j'ai dû faire une manipulation. C'est la première fois que j'ai autant de petites affiches qui se mettent sur l'écran pour me demander si je suis d'accord, si je dois continuer, si on me demande de mettre une pièce du puzzle au milieu de l'écran. Enfin bref, c'est bizarre. D'accord. Consommation ou possession de produits de tabac, nous avons limité la possibilité pour les autres utilisateurs de trouver ce live pendant 10 minutes. C'est quoi cette histoire? T'as pas fumé, j'ai pas bu. C'est marrant ça. Ben non, quel tabac? Attends, il y a marqué quoi? La consommation de substances présentées dans ce live pourrait nuire à ta santé. Ah bon? D'accord. Ah, c'est peut-être, t'as pas un stylo dans la main? T'as pas mis un truc à ta bouche? Ah! Non! D'accord, c'est un stylo. Ben si! Non! Ah, c'est l'intelligence. Faut pas fumer ton stylo. Enfin bref. D'accord. Qu'est-ce que tu penses? Ah, c'est quand un algorithme, hein? Ouais. Alors en fait, je voulais pas vraiment te poser la question, mais il y a quelqu'un de mon association, parce que j'ai créé une association comme toi, qui m'a demandé de te poser une question. Alors moi, j'ai pas vraiment suivi l'histoire. Qu'est-ce que tu penses de ce que traverse Dieudonné et comment peut-il s'en sortir? Oh là là, cette question est totalement inutile. Les gens connaissent ma position sur Dieudonné. C'est un escroc, un véritable escroc. Il y a 1 an, il voulait faire un discours à la Knesset il faisait la serpillère au lobby qu'on n'a pas le droit de citer. Et là, maintenant, avec les massacres qu'il y a en Palestine, ça y est, c'est devenu un pro. Non. Dieudonné, c'est à la différence de beaucoup de gens, c'est quelqu'un que j'ai connu de très près. Si vous saviez un centième de ce qu'il fait, vous vomiriez vos tripes. Donc, franchement, j'en ai rien à cirer. C'est un millionnaire en euros. Il s'est gavé, tant mieux pour lui. Je l'ai aidé. J'ai fait sa sécurité. Alors, les gens qui me critiquent, ils n'ont pas fait 1/1000 de ce que j'ai fait. Ok. Demandez à qui c'est qui faisait sa sécurité à Marseille, qui lui a monté une équipe au Palais des Congrès, à l'Ishtar, etc. Ici, là où je suis, ici, il a mangé un méchoui ici, Dieudonné. D'accord? Donc, c'est un excellent humoriste, c'est un excellent acteur. Alors justement, moi, c'est là-dessus que je voulais te poser la question.
C'est un excellent humoriste. D'accord. Aujourd'hui, quand il arrive dans une ville pour faire un spectacle, on a le préfet qui lui interdit son spectacle. Et c'est de ça dont je voulais te parler. Ah non, ça Est-ce on que est tu... contre, ça, il n'y a pas à discuter. Alors, mais comment tu te sors de ça? Parce que c'est unique, ça. C'est la première fois que ça arrive. C'est jamais arrivé. Il n'y a pas de jugement. On ne connaît pas le contenu du spectacle et on l'interdit d'ouvrir sa bouche. Oui, bien Ça sûr, peut mais arriver ça, à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Comment on s'en sort de ça? ça c'est condamnable, mais ça n'a rien à voir avec le Dieudonné. Dieudonné, il a un très, très, très gros problème. Il a un très, très gros problème et je l'invite cordialement à aller se faire soigner. C'est avec l'argent. Il a un très, 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 très gros problème avec le pognon. Mais vraiment, c'est catastrophique. En plus, il mélange le Christ avec son business. C'est à vomir. C'est cette façon de faire de l'argent avec le religieux, etc. C'est vraiment catastrophique. Mais c'est concernant la censure, bien sûr que, mais on a pire que ça. Les manifestations pro-Gaza, elles ont été interdites par des préfets en toute illégalité. Le tribunal administratif, il valide. Les préfets récidivent. On l'a vu avec c'est la pure liberté d'expression à des moments beaucoup plus graves qu'un spectacle d'humour. Beaucoup plus grave qu'un spectacle d'humour. Mais c'est la France. C'est la France. Déjà, en France, il y a un très gros problème. Pour moi, un préfet qui piétine la loi comme ça, 10 ans de prison. Je le jette 10 ans en prison. Tu piétines la liberté d'expression des citoyens par ton bon vouloir, sans aucune genre oui, trouble à l'ordre public. Le mec, ça fait, il vient de faire 100 spectacles. Il n'y a pas eu un seul trouble à l'ordre public parce qu'il va arriver dans ta ville, il y aura un trouble. C'est toi qui le crée le trouble. C'est toi, préfet, qui crée le trouble. Au-dessus du préfet, il y a qui? Parce que c'est pas le préfet qui décide ça tout seul. C'est le maire, c'est le maire, c'est le maire. Tu penses pas que derrière, il y a le ministre de l'Intérieur ou il y a des lobbies? Ah oui, bien sûr, c'est évident. Là, à Nice, par exemple, pour les manifs, c'était Estrosi et le préfet. Ils ont été condamnés une dizaine de fois. C'est de la folie, piétiner. Après, ils nous disent qu'on respecte pas les lois de la République. C'est eux les premiers à piétiner les fondamentaux de la République. C'est même plus les lois, c'est les fondamentaux de base. La liberté de circuler, la liberté d'expression, la liberté, c'est un truc de fou. La liberté de culte, etc. Ils piétinent tout. Donc, mais c'est tout le temps, tous les jours. Tout le temps, tous les jours. Il y a un autre censuré qui est devenu maintenant, je pense, encore plus diabolisé que Dieudonné, c'est Thierry Casasnovas. Thierry Casasnovas est devenu le pestiféré, c'est le Guzman El Chapo du Sud-Ouest. C'est complètement délirant. Le mec, il leur dit juste, ayez d'une bonne hygiène de vie, mangez beaucoup de fruits et de légumes frais, bio, etc. Faites du sport, faites attention à votre santé. Et le mec, c'est devenu un ennemi public. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors que on laisse McDonald's, Big Burger King et je sais pas qui, Coca-Cola, faire de la pub à la télé et être la cause de dizaines de milliers de morts chaque année dans ce pays. Diabète, hypertension artérielle, obésité, etc. Donc c'est complètement, c'est délirant. Cette société est folle. Bah, ça fait marcher le système, hein. Tu sais ce qu'on dit. On dit que si on crée des maladies, on peut vendre les maladies vendre les médicaments qui les soignent, hein. Tout à fait, tout à fait. C'est le principe, hein, je veux dire. Les inventeurs de maladies. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce que tu as remarqué que ce qui se passait à Gaza, c'était pas très couvert par nos médias, qu'on avait plus d'informations, plus d'images, plus de témoignages sur les réseaux sociaux qu'à la télévision. Là, c'est pas de la désinformation, on nous cache des choses, on n'a pas envie de nous montrer ou de nous parler de certaines choses. J'ai même l'impression qu'on n'a pas envie de prendre parti. On a même envie de défendre l'agresseur. Comment, à ton avis, comment ça va quelles vont être les conséquences pour l'État français, pour la France, d'avoir eu cette attitude, ce comportement pendant ce conflit, dans quelques années? Parce qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir
assumer ses positions. Et dans quelques années, la France va devoir assumer ses positions à ce moment-là. Comment ça peut se passer? Ben, c'est pas compliqué. Il y a Arrêt sur Image qui avait fait une étude rapide. Hein. Il expliquait comment en 15 jours ou 3 semaines, ils avaient parlé 3 ou 5 minutes de ce qui se passait à Gaza, alors qu'il y a minimum 40 000 décès. Quoi. C'est énorme. C'est un vrai génocide. C'est une boucherie, en fait. Et ben, tout simplement, alors, la France, déjà, elle est dans un carrefour historique, enfin, dans une étape historique vraiment importante. C'est ça, elle a perdu tous ses points dernièrement avec l'élection au Sénégal. La France-Afrique, quoi. Tous les pays qu'elle pillait, etc., qu'elle gérait, elle les a perdus. Donc, avec le soutien de Tel Aviv, la France a sombré dans l'indignité. Enfin, c'est pas la France, attention, faut pas mélanger. Hein. C'est le gouvernement, c'est l'Élysée. Franchement, faut pas mélanger. Mais aux yeux du monde, c'est la France. Aux yeux de l'observateur étranger, c'est la France. Et c'est le drapeau, c'est les chancelleries, donc c'est la diplomatie, etc. Donc là, bah, il y a le professeur Cornel West hein, qui l'explique très bien. C'est un philosophe américain très connu qui parle de tournant historique et décisif, qui parle de voilà, c'est la fin, le voile s'est déchiré, les États-Unis ont montré leur vrai visage de criminels et leur hypocrisie et leur immoralité. Ça y est, je crois que le masque est tombé. On voit que la Cour de justice, mais c'est magique, c'est extraordinaire. Hein. La Cour internationale de justice condamne, l'ONU condamne, plein d'organisations internationales condamnent, des milliers de vidéos démontrent les crimes de guerre innombrables, blocus, nettoyage ethnique, massacre de civils, bombardement des hôpitaux, des cimetières, torture, empêcher les gens de pêcher, c'est franchement couper l'électricité, l'eau, etc., couler les puits d'eau avec du béton, assassiner les civils, tuer des bébés dans des couveuses, les abandonner comme ça à l'hôpital Shifa, etc. Tout le monde l'a vu. Les vidéos sont innombrables. Tout le monde l'a vu. Comment vont-ils faire pour dire qu'ils ne savaient pas, en fait? C'est pas possible. Donc c'est une infamie. C'est une infamie, voilà. Donc la France n'est plus rien. Hein, le truc, oui, la lumière des nations, la liberté d'expression, les droits de l'homme, tous ces concepts se sont évaporés en quelques mois à cause d'une guerre qui ne concerne même pas la France. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est ça qui est terrible. Elle aurait dû garder sa neutralité comme à l'époque de Chirac. C'était parfait, c'était nickel. Là, maintenant, ben, avec un ex-gangster de chez Rothschild, bon, on pouvait que s'attendre à ça, quoi. Hein. Je crois que le lobby qu'il ne faut pas citer est très puissant aux deux assemblées, au gouvernement, dans les médias, et il fait sa loi, il dicte sa loi. Mais ça va se faire au détriment des Français, voilà, qui aujourd'hui sont les petits caniches de Washington et de Londres, et que voilà, il y a plus de diplomatie française. Le corps diplomatique français a été désintégré. Maintenant, toutes les décisions se prendre par Alexis Kohler et Macron à l'Élysée. Ça, c'est une première historique. Ça, c'est catastrophique. Catastrophique, ça. Hein. C'est du jamais vu. Alors que la France a de très grands diplomates, un corps diplomatique parmi les plus fournis au monde après la Chine. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une catastrophe. Attention au niveau légal, au niveau pénal, la France se rend complice de crimes de guerre. Que les choses soient claires. C'était ma question. Je pense que dans quelques années, on va le payer. Mais là, tu vois, tu parlais du corps diplomatique français. Quand Emmanuel Macron choisit Gabriel Attal comme Premier ministre, Stéphane Séjourné, je ne parle pas de leur sexualité, hein, Stéphane Séjourné comme ministre des Affaires étrangères, c'est le ministère le plus important.
quand on connaît leur jeune âge et leur qualification, quel est le but de Macron ou de ceux qui sont derrière de nous mettre des gens aussi incompétents? Parce qu'ils sont incompétents et ils le savent. Ils savent qu'ils sont incompétents. D'accord? Tout le monde sait qu'ils sont incompétents. Pourquoi mettre des incompétents comme ça? Quel est l'objectif? C'est du frais. Faire croire que c'est le progrès, c'est la modernité. Ils ramènent de la chair fraîche. Regardez la France. Donc le prochain coup, vous savez ce que c'est. Le prochain coup, ça va être une femme. Et le coup d'après, ça va être un transsexuel. Regardez la France comme elle est moderne, comme elle est progressiste. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est que ça. Hein. Et ils n'ont pas d'autres cartes à jouer, en fait. Je pense qu'ils savent très bien. Il y a eu un article, je crois, de Marianne qui disait que Macron a peur pour sa vie, en fait. Il sait vraiment qu'il va monter sur l'échafaud à un moment ou à un autre. Il le sait. C'est la première fois voilà, on l'a vu, il a pris une gifle, il se fait huer de partout, il peut pas sortir, il interdit le public, il part à la Coupe de France, Coupe du monde de rugby. Là où il va, il se fait huer par tout le monde, il est détesté, il est haï. Donc ils sont obligés d'envoyer 3000 flics, sécuriser un périmètre de 500 mètres minimum pour pas entendre les casseroles à l'époque des casserolades. Bon, c'est une calamité. Donc là, ils sont en train ils jouent leur dernière carte. C'est la fin de la partie. Ils ont, en fait, 3 ans, hein. Ils ont 2. Ah non, non. 3 ans, c'est le mandat. Non. Moi, j'ai toujours dit qu'il finira pas son mandat. Hein. Il finira pas son mandat. Je le dis, je le répète. Les mecs, ils ont plus que des 2 et des 3 en main. Quand on joue aux cartes, les 2 et les 3, en général, c'est pas ce qui vaut le plus cher. Ils ont plus que ça. Et ils jouent leurs cartes. Il y a que ça. On le voit bien que c'est pas Macron qui contrôle quoi que ce soit. Ça, Gabriel Attal, mais qui peut prendre au sérieux Choupi, sans déconner. Le mec, il est imberbe. Enfin, on dirait un adolescent. Il vient de sortir du lycée. C'est ridicule. Comment un type comme ça, il peut aller négocier avec Lavrov, avec Poutine, avec Xi Jinping, enfin, c'est pas sérieux. Franchement, ce n'est pas sérieux. Mais qu'est-ce que tu penses de l'opposition en France, que ce soit la gauche ou la droite? Il n'y a pas d'opposition. Est-ce qu'il y a une réelle opposition à ce gouvernement pourri? Non, il n'y a pas d'opposition. Il y a qu'une seule secte, c'est la franc-maçonnerie. La fraternité parlementaire, c'est elle qui vote les lois, c'est elle qui propose les lois, c'est elle qui les impose, qui les fait voter, c'est elle qui en assure la promotion médiatique. C'est la franc-maçonnerie. Ça, c'est pour amuser la galerie. Ça va pas. Même l'extrême droite, c'est une escroquerie, mais c'est ridicule. Qui peut croire que Marine Le Pen va sauver le... Il y a beaucoup de gens énervés qui pensent que Bardella est le sauveur. Le mec, il leur a dit, on va sécuriser toutes les gares, on va mettre 2-3 flics d'Île-de-France. Il a dit, il y a combien de gares, combien de flics? Ça bégaye, ça bug, mais c'est pas des êtres humains. Comment tu peux balancer des âneries pareilles? Tu balances une information, tu sais pas il y a combien de gares, combien il te faut de salariés, d'agents de sécurité. C'est quoi ce truc? Mais c'est des malades mentaux. Ils vont être jugés en septembre pour l'affaire de l'escroquerie des assistants parlementaires européens. Bon, l'extrême droite a trahi tous ses fondamentaux. Tous ses fondamentaux, elle les a trahis. Elle a trahi on les entend même pas pour la GPA, pour la rien, Wellou, rien. Ils sont d'accord avec tout. Ils sont pro-LGBT, ils sont pro tout. Il y a juste un truc qui les dérange, c'est l'immigration et les musulmans. Il y a que ça, c'est leur seul et unique cheval de bataille. Elle veut pas sortir de l'euro, de l'Europe, de l'OTAN, rien, Wellou, rien. La GPA normale, qu'est-ce qu'il y a? Ça va. La dignité humaine, ça va. Il y a juste l'islam et les musulmans. Voilà, il y a que ça qui les turlupine. C'est ridicule, franchement, c'est ridicule. Mais ça marche plus, ça. Ça marche plus, en fait. Aujourd'hui, ça marche plus, je pense. Parce que c'est pas ce qui inquiète les Français aujourd'hui.
Mais on le voit dans les sondages, c'est en 5 ou 6e position. Mais le problème, ce qu'ils comprennent pas, enfin, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'ils peuvent se faire élire quand même avec des scores minables, une participation minable puisqu'il n'y a pas de quorum, puisque même avec 1 million de votants et 66 millions d'abstentionnistes, ils peuvent gouverner. Donc, ce cirque, il peut continuer encore jusqu'au jour où tout va s'effondrer, tout simplement. Vraiment, hein, tout simplement. Parce que c'est devenu invivable quand on voit des Français, quand on voit des Français de souche, hein, des Français, dire que ce pays est foutu, qu'il n'y a plus rien à y faire, que c'est irrespirable, que c'est insupportable, qu'on peut plus rien faire. Ils nous ont enlevé l'école en famille, ils nous ont tout enlevé. Tout enlevé, mais c'est n'importe quoi. Les gens se barrent, ils se cassent en Thaïlande, aux Philippines, au Maghreb, tout le monde. Enfin, il suffit de voir les réseaux sociaux, les gens ils se filment, hein, et ils vous montrent comment ils ont fait, etc. Donc c'est dommage, c'est d'une tristesse infinie. Franchement, c'est d'une tristesse infinie. Ouais. En tout cas, je pense que on sera sauvé que par nous-mêmes. Il va falloir bien sûr, bien sûr. un mouvement citoyen d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense que je crois pas au mouvement collectif organisé, ça marche pas. Je pense qu'il peut y avoir des mouvements locaux qui finiraient par se rejoindre, comme un effet boule de neige, Ouais, comme ça s'est déjà passé en Europe, hein, avec les agriculteurs européens, en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas. Bon, bref, c'est pas terminé, mais il y a un moment, c'était quand même bien parti. Et je pense qu'il peut y avoir une sorte d'effet boule de neige comme ça entre plusieurs mouvements locaux. C'est possible, c'est très très possible. Une chose est certaine, c'est que un peuple, quel qu'il soit, mérite les gouvernants qu'il a. Un peuple mérite les gouvernants qu'il a. En d'autres termes, si on a Macron, c'est qu'on le mérite, c'est qu'on est mauvais. Donc pour ne plus avoir Macron, il faut que le peuple change. Il faut que, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression qu'on a affaire à une population qui a été endormie avec le temps, par son éducation, par ses influences. Des gens qui sont devenus individualistes, qui regardent le trottoir quand ils marchent dans la rue, et qui ne s'intéressent pas à demain, en fait. Métro, boulot, dodo, les projets, c'est les vacances cet été ou la maison, la nouvelle voiture. Mais ils ne s'intéressent pas à leur avenir dans 10 ans ou à la retraite. Les gens qui pensent, les gens de mon âge par exemple, qui pensent partir en retraite à 64 ans avec 1500 balles, ils se mettent le doigt dans l'œil. Et les gens, tout ça, on a beau les prévenir, parce que sur les réseaux sociaux, on est là pour ça, on est là pour alerter les gens de ce qui va se passer, de façon à ce qu'ils réagissent. Mais tu as énormément de gens, finalement, c'est une minorité hein, qui s'informe sur les réseaux sociaux. Tu as très peu de gens qui réagissent, en fait. Nous, tu vois, par exemple, on a pris l'initiative parce qu'on a senti que la liberté d'expression et d'information était menacée par tout ce dont on vient de parler. On a pris l'initiative de créer une association francophone de créateurs de contenu d'information sur les réseaux sociaux. Parce que le créateur de contenu sur les réseaux sociaux et le créateur de contenu d'information sur les réseaux sociaux est aujourd'hui taxé, diffamé, calomnié de complotistes, de menteurs, de sectaires, de gourous, de ceci, de cela. Et on essaye de nous fermer la bouche de façon complètement légale en plus, parce qu'ils sont en train de se créer de nouveaux outils contre nous. Et nous, on aimerait, si tu veux, un peu comme les chauffeurs Uber à l'époque, qui n'avaient pas de statut, créer un statut de créateur de contenu. Parce que comme je te le disais au téléphone, aujourd'hui, le créateur de contenu, quel que soit le réseau, mais notamment sur TikTok, il est rémunéré en fonction de son audimat, en fonction du nombre de vues. Et le créateur de contenu sur Internet, enfin sur TikTok qui est rémunéré, ben, il paye des impôts. Parce que comme je te disais, c'est pas nous qui déclarons aux impôts, c'est TikTok qui nous demande notre numéro fiscal
quand on est rémunéré par TikTok. Et c'est pas pour rien, c'est pour déclarer eux-mêmes ce qu'on gagne chez eux au fisc français. Et si on a le malheur de ne pas remplir notre fiche d'imposition, on est à peu près sûr d'avoir un contrôle fiscal. Donc aujourd'hui, alors au passage, TikTok s'en met plein les poches, parce qu'évidemment, plus tu as de visibilité, plus les publicités qu'on va mettre sur tes vidéos, elles vont rapporter à TikTok, etc., etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, parce qu'elles obéissent à des réglementations qui leur mettent la pression, peuvent supprimer nos vidéos ou même supprimer nos comptes, quel que soit le nombre d'abonnés qu'on a, quelle que soit la taille de notre communauté, sans nous donner de justificatif. Et nous, on n'a aucun recours. Donc en fait, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de prud'hommes qui nous permettent de comment te dire, C'est vrai. de nous défendre contre la perte d'un revenu. Peut-être pas d'un emploi, mais contre la perte d'un revenu. C'est-à-dire qu'on travaillait pour quelqu'un, on rapportait de l'argent pour quelqu'un, en se donnant du mal en plus, en travaillant, parce que c'est du travail. On se débarrasse de nous du jour au lendemain et on n'a aucun recours pour se défendre. Et c'est ce qui est arrivé aux chauffeurs Uber il y a une dizaine d'années. Ils étaient exploités par l'entreprise américaine et d'une façon ou d'une autre, avec des accords un peu particuliers entre Macron et Uber, ils ont eu un statut légal, au même titre, quasiment au même titre que les taxis. Et moi, je pense que dans un avenir très proche, parce que les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux sont l'avenir du divertissement et de l'information, c'est-à-dire que si tu veux, les médias d'information mainstream, les émissions de divertissement comme TPMP, par exemple, savent très bien, ils sentent le vent tourner. Ils savent très bien que leurs téléspectateurs, leurs spectateurs sont en train de se détourner d'eux au profit des réseaux sociaux, au profit des créateurs de contenu de divertissement et d'information sur les réseaux sociaux. On est un danger on est une menace, on est un concurrent sérieux dans la mesure où on est dans une période de transition où les gens sont en train de changer d'habitude. Les gens prennent conscience que à la télé, c'est de la merde, quelles que soient les subventions qui sont reçues, quelles que soient les aides financières qu'ils reçoivent, et finalement, ils ne font que de la merde, ça n'intéresse plus personne. Et les gens sont de plus en plus dépendants de leur téléphone portable. Moi, je pense que dans 10 ans, les gens n'achèteront plus de télé à Darty pour l'accrocher sur leur mur du salon. Ils seront tous sur leur téléphone, ils auront tout ce qu'il faut sur leur téléphone. Ils ne regarderont pas LCI sur leur téléphone. Ils regarderont des créateurs de contenu d'information qui seront plus sérieux et moins dépendants de la finance et de la politique. Tout à fait. C'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas. Il suffit de voir les chiffres qu'on fait. Nous, on a des millions de visites, de vues, c'est hallucinant. Bah, dis-toi un truc, c'est que moi, je viens de créer une association. On est déjà 10 créateurs de contenu. À 10, on a 2 millions d'abonnés. Et ouais. 2 millions de personnes. Alors, c'est pas qu'en France, hein, mais on a quand même 2 millions de personnes qui nous suivent. Dans quelques mois, j'aurai pris contact avec d'autres créateurs de contenu. D'accord ? Bon, après sélection, parce qu'on veut être neutre politiquement et religieusement. Mais on va donc réunir encore plus d'abonnés. On aura encore plus de visibilité. C'est énorme. C'est énorme. Là, je te parle de l'association, mais on va aussi créer un média indépendant. Un média indépendant sur lequel on abordera tous les sujets qui intéressent les gens et qu'on n'aborde pas sur les chaînes mainstream. Et je pense que ça, les chaînes qui sont sur la TNT en ont peur. Et l'État aussi, puisque les chaînes de la TNT est un outil de communication pour l'État. Et comme tu disais tout à l'heure, ils ont du mal à avoir la maîtrise sur les contenus qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de maîtrise dessus. Ils peuvent mettre la pression aux réseaux sociaux en les menaçant de les sanctionner par des amendes. Ah oui. Mais un jour ou l'autre, ces réseaux sociaux qui pèsent des milliards vont faire le choix de payer les amendes. Ça va tellement marcher que ce sera plus intéressant de payer les amendes plutôt que de censurer les gens, en fait. Moi, je vois l'avenir comme ça.
Ok. Mais c'est bien, c'est très bien. Il faut s'imposer face à ces géants qui dictent leurs lois, en fait. Alors que, mais en fait, eux, l'information, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent, on le voit, hein, on voit les vidéos qui passent. Dès qu'il y a Beyoncé qui fait une chanson de country, t'as des milliers de personnes qui font des vidéos avec un Stetson et leur truc de country. Les gens, ils font que ça, des recettes de cuisine, ils montrent leurs fesses, ils montrent leur, c'est hallucinant la médiocrité du 99%, c'est ça en fait. Et c'est ça qui fait tourner la boutique. C'est ça qui fait tourner le schmilblick. Du coup, tout ce qui est information, tout ce qui est utile, tout ce qui est éveil, bah ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. C'est pour ça qu'il faut que les créateurs de contenu s'organisent et s'imposent. Tout simplement. Parce que c'est pas normal. C'est clair. Bon, bah, sur ce, il est 22h30, ça fait 1h30. Je t'avais promis 1h30, pas plus, pas moins. On est dans les temps. Voilà. Alors, je vais m'adresser aux abonnés. Donc, Salim Laibi a un compte sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à son compte. Je vous parlerai plus tard de notre association parce que c'est pas encore le moment, mais on en fera la promotion. Et là, on vient de passer un bon moment avec Salim qui représente encore une fois justement cette lutte pour la liberté d'expression et d'information. J'espère qu'on se retrouvera un autre jour, Salim, pour parler d'autres sujets. Avec plaisir. Je voulais juste te dire, tout à l'heure, tu as dit qu'on avait 20 000. Non, on est à 11 000, hein, 11 600 ou 11 700 abonnés, un truc comme ça. Et vous pouvez trouver notre travail sur le site lelibrepenseur.org, lelibrepenseur.org. C'est là où vous trouvez, c'est ça qui est bien aussi, parce que s'il y a une censure dans les réseaux sociaux, il faut exister sur Internet tout simplement par un site nickel, quoi, que les gens peuvent retrouver le boulot et qui centralise l'information. Voilà. Donc, si vous voulez nous soutenir, ben vous passez par là et vous verrez tout ce qu'il y a à voir au niveau des associations, de Tipeee, tout ça. Merci infiniment pour cette invitation et à très bientôt. Alors, Nico. À très bientôt, Salim. Nico. Oui. Tu m'entends? Je t'entends. T'es le vrai. C'est bon? Message passé? Message passé, je m'en doutais. Allez, impeccable. Allez, super. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon ramadan. Ciao, salut, ciao. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, ciao.